Bonjour Florent Gulli. Bonjour Asni Adem. Je te reçois aujourd'hui pour parler d'un élément central, d'un bouquin que tu as sorti récemment, L'antiracisme trahi, qui a pas mal fait parler. Donc je te présente rapidement. Donc toi, tu es professeur de philosophie, en Mm. particulier sur ces questions d'antiracisme, et tu as donc sorti ce bouquin, L'antiracisme trahi, qui est un ouvrage super intéressant sur cette question d'antiracisme, et où toi, tu montres spécifiquement comment tu cherches à réhabiliter l'antiracisme socialiste. Et c'est quelque chose qui m'intéresse fortement et je pense qu'il va intéresser un certain nombre de nos auditeurs. Cet antiracisme socialiste qui est fondé sur la lutte des classes. Et pour un peu préciser tes propos, moi, ce que j'aimerais aussi discuter, c'est comment, dans ta démarche, donc de réhabiliter l'antiracisme socialiste, comment est-ce que, par ta critique du racialisme un peu mode indigène de la République, tu risques pas d'être en partie instrumentalisé par la droite et l'extrême droite qui banalisent ou minimisent les violences racistes, les violences raciales, les discriminations raciales. Comment est-ce que tu peux éviter ce biais-là? Parce que c'est quelque chose qui peut parfois t'être reproché. Oui, alors, je pense que la question de la peur de l'instrumentalisation, qui est l'instrumentalisation qui est réelle, hein, mais je pense qu'elle nous porte atteinte à la gauche parce qu'en en fait, on ne débat plus. Dès lors puisque la droite peut instrumentaliser, du coup, serrons les rangs, taisons-nous et les positions contradictoires sur des questions comme l'antiracisme, le féminisme ou autre, du coup, elles sont tues. Parce qu'on a peur de l'instrumentalisation. Donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'on réintroduise un espace public à gauche sur ces questions pour qu'on puisse avancer et se renforcer. Parce que si on ne discute pas, en fait, nos positions sont faibles. Hein. Après, donc, cet antiracisme socialiste-là, je dis pas qu'il est fondé sur la lutte des classes, parce que je pense qu'il y a une autonomie, en fait, du racisme par rapport à la lutte des classes, hein, que le racisme, on le déduit pas de la question de la lutte des classes, mais que, en revanche, antiracisme socialiste, ça désigne une stratégie. En fait, c'est-à-dire que la stratégie, ça va être en effet de produire une majorité populaire, une majorité des travailleurs autour de la question antiraciste. C'est en ce sens-là on parle d'antiracisme socialiste et pas du tout l'idée que, par exemple, les problèmes de classe seraient plus importants que la question du racisme. Si on est afro-américain dans le sud des États-Unis dans les années 50, il est évident que l'oppression raciale pèse Oui. infiniment plus sur les gens que l'oppression de classe. Donc, c'est pas des Il hiérarchies n'y des a pas de luttes. hiérarchisation, c'est Voilà, ça? c'est pas de hiérarchie, mais par contre, en termes de stratégie politique, Ouais. là, par contre, oui, il y a une priorité, c'est organiser la classe des travailleurs. Voilà. Et pas, c'est la différence avec d'autres antiracismes, et pas organiser les racisés ou organiser les Afro-Américains ou les Arabes et les Noirs. C'est ça la perspective. Je dis pas que ce type d'organisation fondée sur la race, entre guillemets, hein, la race sociale, je dis pas elle peut aboutir à aucun résultat. Peut-être que dans certains contextes, ça peut avoir une certaine efficacité. Mais je dis que globalement, cette stratégie-là, fondée sur l'organisation des racisés aussi, on peut dire que globalement, elle ne pourra pas modifier les rapports de force essentiels. Voilà, Oui. c'est une question stratégique. Oui, donc si je comprends bien, donc l'idée qu'il y a derrière toi dans ta question de l'antiracisme socialiste, que tel que tu le nommes, c'est l'idée d'une stratégie politique de changement de fond de la société. C'est pas une question morale ou une question purement, philosophique, c'est une question vraiment politique, pour pouvoir agir concrètement dans le réel, c'est ça? Voilà, et éviter, enfin quelque chose que Marx avait déjà pointé au moment de la Commune de Paris, le solo funèbre. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut organiser les quartiers populaires, on peut organiser sur une base raciale, mais le danger, c'est l'isolement. C'est-à-dire que, par exemple, Martin Luther King avait toujours ça en tête, il disait, mais nous sommes seulement 15%, les Afro-Américains sont 15%, donc il faut bien faire attention, on ne changera pas tout seul la société. Donc il faut qu'il y ait des alliances et il faut qu'on organise donc avec ceux qui ont le plus intérêt à la transformation. Et pourquoi les travailleurs? Parce qu'on crée une majorité, mais c'est pas simplement une majorité antiraciste, c'est des classes populaires, parce que en fait il faudra si on veut modifier le sort des quartiers populaires, il va falloir réorienter les dépenses publiques. Voilà, Mmh. et donc qui va pouvoir... Le capital ne veut pas qu'on réoriente les dépenses publiques parce qu'il accapare les richesses sous forme de crédit d'impôt, etc. Donc il va falloir forcer la main au capital. Ben, pour l'instant, il n'y a personne d'autre que les travailleurs qui sont en confrontation directe avec le capital. La grève, en gros, qui fait perdre des profits. Il y a que ça, il y a que ce groupe-là qui est capable de mettre les capitalistes à la table de négociation. Voilà, Ouais. c'est tout. Et donc, voilà pourquoi c'est une majorité, mais des travailleurs, et donc socialistes. Oui, OK. Mais justement, en lien avec ça, donc cette idée d'avoir une majorité, donc c'est-à-dire, une alliance entre différents groupes sociaux,
ça rejoint un peu cette idée d'universalisme finalement. Et toi, tu défends l'idée que si on rejette l'universalisme, ce qui est un peu la position d'un certain nombre de mouvements antiracistes qui considèrent que l'universalisme a souvent été utilisé pour maintenir des dominations coloniales, ou en tout cas que l'universalisme a souvent été hypocrite, ce qui, en particulier dans un contexte colonial, est quand même, Oui, bah, quand même vrai. Mais toi, tu considères en tout cas que rejeter l'universalisme par principe, ça affaiblit l'antiracisme, et que, au contraire, ça renforce donc les assignations raciales, les assignations identitaires, et que ça fait finalement le jeu de la droite et l'extrême droite, et qu'in fine, ça renforce le capital. Comment est-ce que si tu peux un peu plus développer ça, s'il te plaît? ouais, alors même si j'ai l'impression aujourd'hui qu'en France, le débat, il est moins présent qu'il y a quelques années. J'ai l'impression que donc oui, si le problème des colonies, par exemple, la question elle se pose immédiatement pour Saint-Domingue, qui deviendra Haïti, quand les révolutionnaires français abolissent l'esclavage ou abolissent les privilèges, le parti colonial immédiatement il dit oui, oui mais ça vaut qu'en métropole. Donc on veut surtout pas que la Déclaration des droits de l'homme soit universelle. La fameuse phrase, les hommes blancs naissent libres et égaux en droit. Voilà. Donc ils mettent blanc, c'est bien une manière de particulariser complètement, alors que Toussaint Louverture et d'autres révolutionnaires disent ben non, nous on veut l'appliquer à tous. Donc ça me paraît une évidence que le problème de la colonisation, c'est qu'elle refuse d'universaliser les droits qu'elle proclame en métropole. En Algérie, on fait bien des doubles statuts, ils sont pas. Et donc la seule position antiraciste qui ait jamais été défendue consiste à étendre à tous les mêmes droits. Et donc, il me paraît évident que, alors maintenant, effectivement, il y a des prétentions indues à l'universalité. J'ai la religion universelle que je veux appliquer à tous, mais là, le problème, c'est pas l'universalité, c'est celui qui prétend être universel et qui ment. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, oui, il y a une hypocrisie universelle, mais qui doit pas conduire à rejeter l'universel. Mais pour aller dans le sens de ce que tu dis, mais aussi pour interroger ça, la difficulté peut-être, en tout cas que moi je repère parfois par rapport à ça, c'est que lorsqu'on parle des droits humains, pour aller très vite, etc., parfois la manière dont ils ont pu être utilisés comme arme de colonisation, enfin je vais pas revenir sur l'exemple qu'il y a eu par exemple en Irak, où on a utilisé les questions des droits humains pour pouvoir intervenir, ou parfois, même quand c'est le cas actuellement, où le fait qu'Israël est soi-disant la seule démocratie du Proche-Orient justifie le fait qu'on a la parole est critiquée, en particulier face au génocide qu'ils font. Comment est-ce que tu peux justement, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre cet universalisme que tu décris, qui est le fait que tous les humains sont égaux, enfin la liberté, etc., les mêmes droits pour chacun, mais dans le même temps le fait que c'est utilisé comme un outil véritablement de domination et de colonisation, en particulier l'Occident, parce que l'Occident se met sur un pédestal grâce à cet universalisme-là, donc il se dit qu'il est le seul représentant. Bah, du coup, je pense qu'effectivement, il faut avoir, on peut pas avoir une critique monolithique du coup de l'Occident parce que bah, il y a des contradictions. Il y a à la fois eu des proclamations universelles, mais dont on peut sans doute trouver des traces ailleurs. Hein. Je sais pas, Amartya Sen dit qu'en Inde, il y a des déclarations de ce type. Il y en a aussi en Afrique, sans doute. Mais bon, voilà, en tout cas, bon, il proclame des valeurs universelles, mais ensuite, il les met pas en pratique. Et en fait, je pense que cette critique, elle est simple, elle est pas. Et qu'est-ce nous, en tant que militants, on passe notre temps à dire, bah, Israël n'est pas la démocratie qu'il prétend être. On n'est pas en train de dire la démocratie, ça vaut rien. Oui. Ce serait complètement stupide. On dit non, Israël n'est pas une démocratie. Ça me paraît plus. Et je pense que c'est important parce que quand même l'anti-universalisme en Europe ça existe, c'est toute une tradition philosophique qui vient de la contre-révolution jusque dans le nazisme, c'est-à-dire que le nazisme attaque l'idée d'humain. Ils ne veulent pas, ils n'utilisent pas le mot homme parce que pour eux il n'y a pas d'humanité et donc entre un Polonais qu'on va mettre en esclavage et puis un Allemand, en fait il y a rien de commun. Donc cette tradition, elle existe et elle a été la tradition la plus colonisatrice qui soit. Et du coup, ça me paraît voilà une bien mauvaise idée de se mettre dans ces rails. Et alors, il y a quand même une sorte d'actualisation du débat. Moi, je pense qu'il y a des traditionalistes aujourd'hui qui effectivement utilisent la critique de l'universel pour maintenir des inégalités. Par exemple, moi, dans le livre, je cite toute la critique que Thomas Sankara fait de l'excision, en disant mais on me reproche quand je critique l'excision d'être un espèce d'allié des occidentaux, etc. Mais pas du tout. Moi, je suis contre les traditions inégalitaires du Burkina et pour les traditions égalitaires. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important aussi pour ça, c'est qu'il y a des traditionalistes inégalitaires qu'il faut que nous on combatte à gauche, quoi. Voilà. Oui, c'est l'universalisme porte en soi un potentiel d'émancipation qu'on doit absolument mettre en avant, et
et lutter contre tout le potentiel d'oppression que ce concept peut engendrer en tout cas, voilà, Voilà. effectivement. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression que l'universalisme utilisé par la droite, enfin, j'ai l'impression que quand on veut nous expliquer qu'Israël est la plus grande démocratie, enfin, est-ce que ça marche encore vraiment? Enfin, il y avait quelques enquêtes d'opinion qui montrent qu'en France, l'opinion publique était quand même plutôt acquise à la cause de Gaza. Donc il me semble Oui, tout à fait. que ça marche de moins en moins leur histoire. Enfin, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'on défend un particularisme, le droit de coloniser des uns contre les autres. Tout à fait. Plus personne n'est dupe, quoi. Oui. En tout cas, ceux qui sont dupes, ils veulent l'être, en tout cas. Voilà, ouais. Mais justement, par rapport à ça, parce que ce que tu mets en avant, c'est l'idée d'un programme de changement profond, en tout cas l'idée d'une volonté de changement profond, pardon, et donc ça implique une alliance avec les classes populaires, en tout cas une alliance des classes populaires et comment la gauche participe à cette union des classes populaires. Et toi, dans ton livre, tu évoques le fait qu'il y a une rupture entre l'antiracisme et le mouvement ouvrier depuis les années 80, avec le fait que une partie de la gauche s'est éloignée des classes populaires. Enfin, il y a le fameux rapport Terra Nova du début des années 2010 qui disait qu'il fallait remplacer l'ouvrier par d'autres classes sociales, etc. Enfin, et même parfois à la gauche de la gauche, l'idée que l'étudiant ou les petites classes intellectuelles des centres-villes sont plus importantes que les ouvriers, etc., pour pouvoir atteindre un certain nombre de places au niveau des élections. Mais comment est-ce que toi, tu penses que pour allier antiracisme avec la gauche et les classes populaires, comment est-ce qu'on doit faire? La gauche contemporaine doit en tout cas recomposer ce bloc populaire qui est le seul qui, moi je suis d'accord avec toi, qui nous permettra de l'emporter, en tout cas de changer profondément la société. Bah, déjà une sorte de remarque d'ordre général qui s'applique à cette question, mais à d'autres, c'est que quand même là, pour l'instant, la gauche, quelles que soient les enquêtes d'opinion sur les présidentielles, quelles que soient les combinaisons, union de la gauche, pas union de la gauche, etc., c'est 30%. Mm. C'est-à-dire que 30% et en face, c'est 50 nuances de droite ou d'extrême droite. À partir et quelle est la réaction de la gauche par rapport à ça? C'est jamais d'autocritique. À aucun moment, enfin moi j'ai l'impression, la gauche ne se remet pas en question, elle pense comme il faut, elle a le bon logiciel et quand elle essaie d'expliquer ses échecs, bon bah c'est la faute de CNews, c'est la faute de Bolloré, etc. Alors bien sûr que ces choses-là jouent, mais ça empêche l'autocritique. Et en particulier sur ce rapport aux classes populaires, hein, quand même. Au sortir de la guerre en 1945, ce sont les non-diplômés qui votent à gauche de manière massive, archi-massive. Et aujourd'hui, ça s'est complètement renversé. Thomas Piketty dit que la gauche est devenue le parti des élites. Alors, est-ce que ça nous pose problème ou pas? Et moi, ça me pose problème. On n'arrête pas de se dire le nouveau Front populaire, alors que notre électorat n'est pas populaire. Nous sommes les 99%, mais est-ce que véritablement la petite bourgeoisie intellectuelle, profs, universitaires, etc., ont des intérêts absolument communs avec les gens des classes populaires, à la fois des quartiers populaires ou du rural paupérisé? Je ne pense pas. Donc ce serait pas mal de commencer par écouter ces gens. Alors ça paraît un peu Paternaliste. trivial de dire, paternaliste et trivial de dire ça, faut les écouter. Mais quand même, il y a des remarques qu'on entend parfois en disant oui, ils votent pas pour nous alors qu'on leur propose la retraite à 60 ans et puis et puis des crèches, etc. Mais bon, non, ils votent quand même pour le RN. Peut-être que c'est pas exactement ce qu'ils attendent, peut-être. Et moi, je sais pas. Allons les écouter sans arrogance, sans paternalisme, pour essayer de reconstituer bah, à long terme un bloc populaire. Et sur cette question du racisme en particulier, moi je pense qu'il faut vraiment mettre les gens en face de leurs responsabilités. C'est-à-dire que ce qui nous pend au nez avec ces histoires-là, c'est potentiellement la guerre civile. Donc mettre en face des yeux des gens cette idée que ça va déchirer des familles, parce que dans les classes populaires, combien de familles sont en réalité mélangées, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut une situation de tension où on aura peur pour nos enfants? Ou est-ce qu'on veut trouver une solution et tout le monde devra accepter que, ben oui, c'est peut-être pas la France dont il rêvait. Il voulait peut-être une France où il n'y avait pas d'Arabes. Mais c'est comme ça maintenant. Et il faut arrêter d'imaginer qu'il en sera autrement. Et de la même façon, de l'autre côté, ben voilà, il faut accepter qu'il y a ces gens-là qui ils peuvent être un peu hostiles au quartier populaire. Et il va falloir qu'on essaie de politiser cette hostilité. Hein, parce que, par exemple, sur la question de la sécurité, en expliquant que c'est pas un problème d'Arabes et de Noirs, quoi, mais que c'est des problèmes de paupérisation, et oui, il y a du trafic, et les gens des quartiers en sont victimes en premier lieu. Enfin, voilà, tous ces thèmes
dont on parle pas, et idem, par exemple, la question de la déségrégation. Moi, je suis toujours étonné que, l'antiracisme ne parle jamais de ça. En fait, pourtant, il me semble que c'est quand même, un problème de concentrer des populations, paupérisées au même endroit, avec un turnover, et ben non, c'est pas un sujet. Je connais pas d'antiracistes en France qui en fassent un sujet. Mmh. Voilà, alors que ça me semble pourtant complètement central. Et pour ça, on aura besoin d'argent. Voilà. Et cet argent-là, il va bien falloir le prendre quelque part. D'où la confrontation avec la droite et avec le capital, hein, et l'État, hein, bien sûr, qui va s'aligner sur eux. Hein. Mais tu vois, moi, cette question-là de comment je pourrais dire, de l de l'aveuglement de la gauche par rapport à une partie des classes populaires, et je vais utiliser un terme alors, pour un peu pousser dans l'excès, mais en gros, des classes populaires blanches de la réalité du périurbain, pour aller très, très vite, hein. Cet aveuglement-là, me pose vraiment question parce que j'avais vu un sondage qui disait il y a pas longtemps que à la dernière élection présidentielle, si on prend Le Pen plus Zemmour, 60 des ouvriers qui ont voté, il y en a beaucoup qui ont pas voté, mais qui ont voté Le Pen et Zemmour, 60. Et en fait, c'est un chiffre qui est absolument, enfin moi qui me terrifie. Oui. Et quand, moi je travaille dans un lycée rural, en Côte d'Or, là-bas, le Rassemblement national, c'est le seul parti qui existe. Il y a pas d'autres partis. Il y a des notables locaux qui sont socialistes et cetera, mais en tant que parti organisation, c'est le Rassemblement national. Et moi, j'ai vraiment cette impression que la gauche, toute la gauche, elle elle s'adresse absolument pas à ces populations-là, et vraiment quitte même parfois elle a un discours hostile par rapport à ces populations-là, et j'arrive vraiment pas alors, à comprendre pourquoi est-ce qu'elle en est aussi, elle est aussi aveugle à ça finalement, aussi aveugle à cette hostilité d'une partie des classes populaires, et comment est-ce qu'elle peut penser cette gauche, qu'elle peut l'emporter, qu'elle peut gagner des élections présidentielles pour aller très vite, en ayant toute une partie des classes populaires qui est hostile à elle. Et j'ai vraiment du mal à comprendre, si jamais tu as enfin, comment est-ce que tu vois ça, toi? Je suis entièrement, en tout cas, je partage, hein, cette espèce d'étonnement. Mais après, il faut penser en termes de classe, c'est-à-dire qu'il y a derrière, le vote de gauche un groupe social qui défend ses intérêts, tout en s'imaginant défendre l'intérêt général, et qui se pose pas la question de savoir comment il s'allie avec d'autres groupes. S'allier, ça suppose de faire des compromis avec ces gens-là, et évidemment de faire des compromis sans se renier. Hein, il s'agit pas de devenir, de reprendre leur espèce de racisme, hein, ça c'est sûr. Mais il faut faire des compromis, et je pense qu'on n'est pas du tout, mon groupe social, hein, si j'en fais partie, n'est pas du tout dans l'optique de faire un compromis. Il est absolument persuadé de son bon droit, un sentiment de supériorité qui fait que, oui. Et j'ajoute, enfin, par rapport à ce que disait, il y a aussi un sociologue qui s'appelle Luc Rouban, là, qui fait une enquête à la sortie des urnes, et il demande aux gens: est-ce que vous vous définissez comme appartenant à une minorité ethnique? Et 40% de ceux qui disent oui ont voté RN. Oui. Voilà. Et dans Le Monde, il y a quelques jours, il y avait un article qui montrait que, dans la Ruhr, les descendants d'immigrés turcs votent de plus en plus AfD. Ouais. Donc par exemple, il faudrait que la gauche s'interroge là-dessus. Et une manière de pas le faire, par exemple, c'est la catégorie de fascisme, moi, qui me pose problème. Il y a bien quelque chose qui a à voir avec ça dans le RN. Chez Zemmour, c'est encore plus clair. Mais le fascisme dans les années 30, sa base sociale, c'est la petite bourgeoisie et une partie du capital financier. Par contre, les classes populaires dans les années Oui. 30, elles votent, en Allemagne par exemple, communistes ou socialistes. Ouais. C'est-à-dire que les forces populaires sont derrière les partis de gauche, à 60% des ouvriers votent à gauche. Et quand on dit ce qui se passe aujourd'hui, c'est du fascisme, on met discrètement sous le tapis le fait que non, maintenant les classes populaires votent pour ces partis d'extrême droite. Et donc, encore une manière de pas regarder ça en face, et de s'imaginer qu'on rejoue la partie des années 30. Et je vois bien dans la presse à gauche, on est tout content qu'il y ait un milliardaire d'extrême droite, parce que comme ça, on retombe dans notre petit schéma bien confortable. Les capitalistes sont d'extrême droite et nous, on est le peuple. Ben non, nous, on n'est pas le peuple, et le peuple, et c'est un phénomène mondial, hein, il n'est pas que français. Mais oui, je suis d'accord mais je pense qu'il y a une sorte d'arrogance de racisme de classe à gauche, qui empêche de regarder les autres et de faire des compromis. Hein. Ouais, c'est la fameuse phrase: «On a fait un nouveau Front populaire sans le peuple», quoi. Voilà. Bah oui. Mais, pour continuer sur cette question-là, donc effectivement, donc cette volonté d'union des classes populaires pour avoir un projet majoritaire, il y a aussi peut-être,
un angle mort de la gauche qui parfois peut poser souci, qui nous pose souci. Enfin, on l'a vu récemment avec certains problèmes au niveau du mouvement pro-palestinien, sur la question de ce qu'on pourrait appeler les racismes d'en bas, en particulier des racismes internes aux classes populaires, en particulier dans les quartiers populaires. Et le fait que ça existe, le fait que c'est un problème qui est central, mais que dans le même temps, on a beaucoup de mal à gauche à le mettre en avant, à l'aborder, parce que ça, on se rapproche très très vite finalement, tu sais, d'un discours un peu de la réciprocité. Oui, ouais, moi je suis peut-être, j'aime pas les Arabes, mais ils sont racistes anti-blancs, quoi. Et c'est un truc qui est souvent tenu, un discours qui est souvent tenu par la droite et l'extrême droite, et c'est quelque chose qui en tant que tel est un discours enfin, le racisme anti-blanc, en tout cas la manière dont il est mis en avant, c'est pour justifier les autres formes de racisme. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut d'un côté analyser ces racismes d'en bas, comme tu les appelles, euh, et puis lutter contre, parce que c'est des instruments de pression, mais dans le même temps pas tomber dans le piège de la droite et l'extrême droite, où parfois on peut tomber, malheureusement, je pense. Oui, bah, d'autant que la droite et l'extrême droite disent que le racisme aujourd'hui, c'est le racisme anti-blanc, et les autres n'existent pas, les autres, c'est des inventions de gens qui se victimisent. Donc finalement, ils se prétendent, d'une certaine manière, être les seuls antiracistes. Tu vois, Oui. parce que vis-à-vis des autres, en fait, il n'y a pas véritablement de racisme. Euh, Moi, je pense qu'il faut, on peut rien occulter parce que ça nous revient dans la figure à un moment ou à un autre. Il y a quand même des choses comme à Argenteuil en 2016, il y a quand même eu plusieurs meurtres d'asiatiques avec l'idée que des espèces d'idées que ils sont besogneux, donc ils ont de l'argent, puis ils aiment pas les banques, donc ils ont de l'argent dans la poche. Il y a quand même avec des espèces de clichés racistes et qui aboutissent à la mort de gens. Donc je pense qu'il faut vraiment pas banaliser. De la même manière, je pense que des actes individuels, il faut pas les banaliser non plus parce ils peuvent introduire de la paranoïa. Enfin, euh, les, les attentats de Mohamed Merah ou l'hypercacher en 2015, évidemment que ça va produire dans la communauté juive une espèce de délire paranoïaque. C'est pas simplement un individu qui a fait mal à un autre ou qui a tué un individu. C'est quelque chose qui rend fou tout un groupe. Et donc, il faut impérativement prendre ça en compte pour en proposer des interprétations, sinon c'est l'extrême droite qui le fait. Mais maintenant, en même temps, c'est ça la critique qu'on doit adresser à l'extrême droite, c'est de dire que le racisme, il a beaucoup de visages, et que il s'agit pas de choisir les visages qui nous arrangent. C'est-à-dire que eux, ils ne parlent jamais des discriminations qui sont quand même mesurées depuis des décennies. Il faut dire oui, le racisme, c'est oui, certes, des insultes et des actes individuels et qui peuvent être très graves et avoir des conséquences sociales énormes, mais c'est aussi cette question des discriminations. Et là, évidemment, si on prend ça en compte, évidemment qu'on peut pas mettre sur le même plan tous les groupes, tous les groupes du pays et comme on le dit à longueur de journée, évidemment qu'il n'y a pas de discrimination à l'embauche à l'égard des blancs. Donc, de ce point de vue-là, ils sont privilégiés, enfin privilégiés. En tout cas, ils sont pas victimes de racisme de la même manière que les autres. Quoi. Voilà. Mais il faut prendre toutes les définitions du racisme. Et j'ai Oui, l'impression qu'aujourd'hui, chacun choisit la sienne. Quoi. Voilà. oui. Celle qui m'arrange pour pouvoir attaquer le camp d'en face. Donc, soit je retiens que les discriminations pour attaquer la droite en niant le fait que, par exemple, encore une fois, l'hypercacher et Mohamed Merah, ça produit des effets dans la communauté juive. D'ailleurs, des effets qui, je pense, qu'on mesure aussi aujourd'hui par rapport à la question de Gaza. Tout ça va se mélanger ensuite, et et eux prennent en compte uniquement ce genre de cas en mettant de côté la discrimination. Mais puis on va terminer sur ça. Moi, j'ai une crainte, parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus, en tout cas de manière de plus en plus décomplexée, c'est une lecture racialiste de la société. Avec le fait que ce soit dans une partie de la gauche ou à la droite et à l'extrême droite, le fait que l'ensemble des mouvements, enfin en tout cas de la société, du corps social, est lu d'un point de vue racial. Et je vois de plus en plus émerger des choses que je pensais pas avoir émergé. Par exemple, moi, je vais te donner un exemple, hein, mais sur les réseaux sociaux, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme une caisse de résonance qui dit Mmh. quelque chose de la société. Une émergence de plus en plus forte des discours, enfin, frontalement racialiste, quoi. Frontalement racialiste, où, par exemple, ce qui s'est passé au Louvre récemment avec le cambriolage, sur les vidéos, on voit que c'est un noir, il y a un noir parmi les gens qui sont là, ah ben, on va faire tout un discours par rapport à ça. Et je trouve qu'en fait, dans une partie de la société, tu as de plus en plus ça, chez, en plus des gens qui parfois, historiquement, n'étaient pas des gens qui étaient racialistes. Je vais juste prendre un dernier exemple. Il y a eu quelques mois, il y a un homme qui s'appelait Pierre Ménès, donc il y a un mec qui commente le foot, etc., qui pendant longtemps était vu comme un mec de gauche, enfin bref, etc., voilà, et qui a sorti une phrase qui a beaucoup choqué en disant
Bah, maintenant, dans les équipes de foot, mon fils, il s'est fait virer de son équipe de foot, son fils qui est blanc, par 11 noirs. Et mon fils se fait martyriser, et cetera, parce qu'il est blanc, tout ça, tout ça, tout ça. Et je trouve que cette façon de voir les choses, de voir la société, elle a de plus en plus progressé, qu'à gauche, soit on la nie, soit parfois on l'épouse même. Mmh. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me fait peur, parce que dès que tu rentres dans le racialisme, en fait, il n'y a pas de solution. Tu peux pas faire de compromis. C'est soit l'épuration ethnique, soit la séparation. Et moi, c'est quelque chose qui me terrifie. Oui, bah, moi j'ai un peu écrit, enfin, dans cette perspective, hein, à la fois, il faut bien quand même pouvoir nommer la réalité. Bien sûr. Ben oui, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des arabes avec tous les problèmes que ça pose, ce genre de cases, mais n'empêche, ouais, et il faut bien la nommer. C'est du réel, mais après la question elle est politique. Est-ce qu'on doit nous épouser ces catégories pour notre projet politique? S'il s'agit par exemple de prendre en compte ces catégories pour mieux comprendre les discriminations, OK, ça oui, mais est-ce que politiquement, on doit le reprendre? Moi je pense qu'on perd. En fait, je pense que sur ce terrain-là, la gauche elle perd. Donc c'est pas parce que, j'aurais quelques pudeurs, c'est pas parce que ça me fait peur ce genre de catégorie, c'est juste que je pense que l'extrême droite dans un pays, comme le nôtre, elle sur ce terrain-là, elle va gagner. Pourquoi? Bah, parce qu'elle, du coup, elle se fait le porte-parole des blancs, donc de la majorité et ben, donc on la met en position, d'épouser le discours de la majorité. C'est catastrophique. Je pense qu'au contraire, ce qu'on essaie de faire en permanence, qui me paraît plus pertinent, c'est de dire, le RN ne vote pas la taxe Zuckman, donc ils sont du côté de la minorité d'en haut. Ça me semble quand même plus pertinent de dire la majorité, c'est nous. Voilà, et sinon, à nouveau, c'est le solo funèbre, hein. On aura un discours super radical, on dira les racisés en permanence, on dira les blancs en permanence, mais on sera que 15%. Voilà, donc oui, on peut prendre ces catégories parce que le réel, ça fait partie du réel. Ça permet de comprendre un peu, sans doute, le réel aussi. Mais par contre, politiquement, je pense que c'est catastrophique. Et je pense que c'est bien aussi, par exemple, de dire à des gamins, tu n'es pas seulement un blanc, un noir, un arabe. Ça fait partie de toi, c'est une des dimensions de ta personnalité, mais tu es quand même aussi beaucoup d'autres choses, quoi. Et tant qu'on n'arrivera pas à dire ça, effectivement, il n'y a pas d'alliance des classes populaires du tout. C'est pour ça que moi, je tenais vraiment à pas rentrer dans ce discours, parce que tu n'es pas que ça, c'est la condition d'alliance. Alors que si on n'est que ça, il peut y avoir des alliances peut-être de temps à autre localisées, mais à mon avis très localisées, quoi. Merci beaucoup, Florian. Eh ben merci à toi. Bah, à très bientôt. Salut. Au revoir.